Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour et merci de suivre notre émission Ça va causer. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Ce monsieur, il est ingénieur civil. Son nom, Ewing Yanda. Monsieur Yanda, il est le conseiller principal du Premier ministre au Collège Infrastructure et Transport. Et nous parlons ici de la République démocratique du Congo. De quoi parlons-nous aujourd'hui avec ce grand monsieur qui est en fait de passage ici même à Montréal? Nous parlons naturellement de l'agression de la RDC par ses voisins. Nous allons parler aussi des élections. Évidemment, tout le monde se pose cette question. Les élections en République démocratique du Congo, donc pour 2023. Et on va également parler d'autres projets. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Comment ça va? Bonjour, merci Henri de nous offrir en fait cette belle occasion justement nous inviter chez vous pour que nous puissions hausser la voix de la République démocratique du Congo en tant que patriote. Monsieur Ewing Yanda, je le précise, vous êtes le conseiller principal du Premier ministre de la République démocratique du Congo, donc au Collège Infrastructure et Transport. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un grand homme, donc pour nous, c'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir. Avant d'aborder les éléments que j'ai cités ici dans mon introduction, j'aime bien quand même permettre à mes invités de se présenter eux-mêmes. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. De prime abord, c'est que je suis ingénieur civil, ingénieur en génie civil de formation, master en pont et chaussée. Je suis en fait également entrepreneur. Je suis en même temps aussi un chercheur et puis j'aspire justement à l'enseignement aussi. Mais je suis, comme vous l'avez dit, pour le moment conseiller du Premier ministre de mon pays en matière justement des infrastructures et des transports. Et vous avez été aussi, je pense, directeur des entreprises, n'est-ce pas? Absolument. Donc dans l'entrepreneuriat, il y a des entreprises que nous sommes en train de chapeauter. Et ça, c'est des choses que nous faisons. C'est à vie. Dites-moi, justement. j'ai envie de vous poser cette question, en fait, monsieur Ewing Yanda. Quel moustique vous a piqué pour vous intéresser aux questions politiques et à travailler avec les gouvernements, alors que ce que vous avez comme compétence académique, un ingénieur, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Vous aurez pu devenir multimillionnaire et gagner très bien votre vie auprès des grandes entreprises. Mais non, vous préférez, vous, travailler avec le gouvernement congolais. C'est bien ça. Pourquoi? Écoutez, Henri, il y a à la fois la volonté de servir son pays d'une autre façon et aussi il y a ce patriotisme-là de dire qu'il faut le développement intégral de la RDC qui nous a poussé justement à être dans la chose publique. Et donc justement ici, il faut saluer le Premier ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui a jeté le dévolu sur nous. Et il faut dire que même au sein de ce gouvernement, nous sommes dans notre matière de prédilection. Et donc le transport, c'est toujours dans le cadre de nos études et nous sommes très à l'aise dans ce domaine. Mais comme je l'ai dit, nous sommes d'abord patriotes congolais qui nous soutenons les institutions de la République et nous sommes appelés à vraiment donner notre contribution en tant que patriotes. Conseiller principal du Premier ministre congolais, Collège Infrastructure et Transport, tout un domaine très important, infrastructure et transport. Infrastructure, mon frère, c'est vous les maestros qui devez construire justement ce pays, qui devez justement faire en sorte qu'on puisse dire « Waouh, voilà enfin finalement ». Dites-moi, est-ce que le croyez-vous sincèrement? Nous le croyons parce que depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, à la tête de notre pays, bien de choses ont changé. Plusieurs projets ont été mis en place, notamment le grand projet de développement à la base de nos 145 territoires, justement pour rapprocher le dirigeant de leurs en fait administrés, j'allais dire.
Et vous savez que notre pays a été démembré en 26 provinces. Il y a ce programme-là qui est un des gigantesques programmes que le président de la République a mis en place, dont le 26 gouvernement. provinces au Congo. 26 provinces au Congo. Donc nous sommes partis de 11 à 26 provinces. Et imaginez que... Donc c'était tout à fait pertinent? C'était tout à fait pertinent? Absolument, parce qu'il y a en fait cette question qu'il fallait diriger. Vous savez, le Congo, c'est un pays continent, pas comparatif à d'autres pays. On vous dit ici que la Belgique, c'est 80 fois la République démocratique du Congo. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et pour ça, on n'avait que 11 provinces. Le 11 provinces avait aussi des dimensions de pays carrément. Et il fallait, à un certain moment, rapprocher les administrés de leurs dirigeants. C'est ça le démembrement qui a été fait, mais il fallait maintenant cette volonté politique de finalement développer ce contrée. C'est ce que le président de la République, avec l'avènement de son pouvoir depuis maintenant 4 ans, est en train de mettre en place pour justement développer le coin et le recoin de la République démocratique du Congo. Moi, je ne sais pas, mais j'aimerais être à votre place. Moi, je me dirais, mais c'est merveilleux, ça, c'est extraordinaire. Vous avez tout un défi, mon frère. Vous êtes même pire que les joueurs qui vont jouer durant la FIFA, où on est là tous en train de les regarder. Waouh! Mais vous faites un travail qui est extraordinaire parce que c'est vous qui allez relever ce beau pays, ce vaste et grand pays qu'est le Congo. Mais dans tout ça, on voit qu'il y a des blocages. Avec l'agression, entre autres, les agressions, parce que vous parlez d'agression, mais on parle des agressions de la RDC par ses voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda. On parle ici de massacres de plus de 120 personnes. Kishiché, ça vous allez me le corriger, territoire de Rutshuru, 60 morts environ, fait constituant le crime de guerre et crime contre l'humanité. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Merci Henri, c'est comme ça que je n'ai pas hésité quand j'ai reçu votre invitation justement pour répondre, parce que à partir d'ici au Canada, j'ai estimé bon d'élever ma voix en fait et alerter à la face du monde l'agression aussi odieuse que malheureux dont fait face mon pays, la République démocratique du Congo, de la part de ses voisins, notamment le Rwanda. Et donc ceci n'est pas aujourd'hui à démontrer, parce que plusieurs militaires de l'armée rwandaise, le FDLR, ont été capturés en République démocratique du Congo. C'est ici que nous appelons la communauté internationale de finalement se prononcer sur cette question, parce que le Congo ne peut pas continuer à vivre de massacres aussi odieux comme ce que nous voyons pour des intérêts personnels. Monsieur Kagame, qui aujourd'hui dirige le Rwanda, est le premier à être tutoyé dans cette affaire de M23, et c'est ainsi que le gouvernement de la République, le chef de l'État, en fait, dans sa vision de mettre finalement fin à cette guerre, appelle au retrait immédiat de M23, dont soutient M. Paul Kagame et son gouvernement. Je me fais ici l'avocat du diable, bien qu'étant congolais moi-même. Je n'ose l'avouer que ça me fait mal, mais il faut être objectif. Faisons semblant que ça me fait pas mal. Dites-moi, pouvez-vous expliquer à notre public qu'est-ce qui fait que depuis 1997, je dis bien depuis 1997, on parle de plus en plus de l'implication du Rwanda dans la politique intérieure congolaise, depuis, je le cite, le départ en fait du maréchal Mobutu. Expliquez ça au public montréalais, et même des Congolais qui sont partis depuis très longtemps, qui suivent très peu. Pourquoi c'est toujours la même histoire? On est encore en 2022, on nous parle encore de cette histoire. Comment l'expliquez-vous? Non, mais l'historique, en fait, est simple, et l'histoire est têtue, justement. Vous savez, monsieur Henri, je voudrais ici rappeler que pendant que nous sommes en train de tenir cette émission, mon pays est en deuil national, parce que justement, plus de 120 personnes ont été massacrées à Kishiché dans le territoire de Rutshuru. Et sous le silence de la communauté internationale, on n'en fait pas le cas. Et pourtant, c'est de fait qui constitue le crime de guerre. Mais justement, comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous? J'en viens.
J'en viens. Oui. C'est deux faits qui constituent le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Tout simplement parce que cette rébellion du M23 est instrumentalisée par le Rwanda. Ce qui explique justement cette question, il faut le reconnaître. D'abord, il faut dire au départ que nous sommes un pays très hospitalier. La République démocratique du Congo accueille tout le monde sur son sol. Et vous savez qu'à l'avènement de l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960, tout celui se retrouvant sur le territoire national a été déclaré comme congolais, dans notre hospitalité légendaire. Tout étranger, quelque part. Tout étranger, tout celui qui était sur le territoire Sauf les Belges. national. Sauf les Belges blancs. Bon, le Belge qui en voulait bien, sont restés. Il y a de Belges qui sont restés, qui sont congolais et qui aujourd'hui continuent à vivre en paix en République démocratique du Congo. Et donc, tout celui qui était sur le sol congolais à ce moment-là a été déclaré comme congolais, le Rwandais notamment, le Zougandais. Et nous n'avons jamais vécu cette agression. Vous le dites bien que depuis 1997, vous savez que le Rwanda a soutenu la rébellion notamment de Laurent Désiré Kabila, qui venait en sauveur face à la dictature de Mobutu, il faut le reconnaître aussi. Oui. Et tout ça, le Rwanda a été impliqué, que des erreurs ont été commises jusqu'à ce que nous avons eu un chef d'État-major rwandais, mais à un certain moment, le président Laurent Désiré Kabila s'était ressaisi parce qu'il s'agissait là de la souveraineté nationale de notre pays, que le président avait décidé de se désengager de tous les accords avec le Rwanda. Et c'est à ce moment-là que justement le problème commence. Et là, nous avons à la tête du Rwanda M. Paul Kagame qui a commencé, qui en fait se sert de la guerre en République démocratique du Congo pour s'enrichir, se sert de cette guerre pour renforcer sa dictature. Ça, pour le public qui vous suit actuellement, et je pose cette question, monsieur, d'accord, c'est bien beau. Vous affirmez, sortez-nous des éléments percutants. Quelles sont les preuves? Monsieur Kagame peut se mettre à ma place et dire, écoutez, they are saying wrong thing, it's wrong, c'est pas vrai. Sortez-nous des éléments percutants qui permettent au public de bien comprendre ce qui se passe. D'abord, revenons sur ça, en fait, en matière de démocratie, il n'appartient pas à M. Kagame de donner des leçons à la RDC. Nous avons suivi son allocution il y a, je crois, 2 ou 3 jours devant la représentation nationale du Rwanda, où monsieur parle même des élections en République démocratique du Congo, alors qu'il n'en est même pas le président de la CENI, encore moins le secrétaire exécutif, et qu'en matière de démocratie, comme je le disais, il n'appartient pas à Kagame de nous donner des leçons. Vous savez comment les élections sont toujours organisées au Rwanda? Il est presque candidat unique. Tous les opposants au Rwanda sont en prison. Et donc, c'est un monsieur qui n'a pas de leçons. Alors, vous parlez ici de preuves sur son implication dans cette guerre du M23. Je vous ai dit d'entrée de jeu, lorsque nous avons commencé cette émission, que plusieurs Rwandais, nous les avons même présentés à la face du monde, même en Angola. Nous avons présenté des militaires rwandais avec leur carte de l'armée rwandaise, des FDLR, capturés sur le sol congolais. Et plusieurs fois, nous avons capturé ces militaires que nous avons d'ailleurs rendus au Rwanda lorsque nous avons eu les accords de Luanda, que nous avons rendu ces militaires quand on nous a demandé de le rendre justement. Mais nous avons prouvé à la face du monde que cette guerre est instrumentalisée par Paul Kagame. Et lorsque vous suivez même son allocution et son discours, vous sentez qu'il en est pour quelque chose. Il s'accuse lui-même. C'est un monsieur aujourd'hui qu'il ne faut donner aucun crédit. Nous, ce que nous voulons, avec le président Félix Tshisekedi à la tête du pays, nous avons opté pour mettre fin à tous les chantages. Vous savez que ce n'est pas la première fois que le M23 nous agresse. Ils ont pris Goma en 2013 et ils nous ont obligés d'aller à des dialogues et des accords. Et aujourd'hui, cela ne passe pas. Ce que nous réclamons, c'est le retrait immédiat sur le sol congolais de M23 qui sont... Croyez-vous sincèrement que le gouvernement congolais n'aura pas le choix, votre gouvernement n'aura pas le choix que de négocier
avec ce mouvement que certains qualifient de terroriste? Écoutez, le mouvement est bien un mouvement terroriste. Je continue à vous parler ici de 120 Oui, compatriotes qui ont été tués. oui, Et donc, le gouvernement aujourd'hui dans la position oui, qui est le nôtre au niveau oui. en fait, du gouvernement congolais, Hum, c'est de réclamer. Vous avez vu même, nous sommes allés même par des actions. Nous voulons d'abord que la communauté internationale, de manière plus claire en fait, condamne l'agression rwandaise au niveau du pays. D'accord. Et c'est là le président, Oui, comme le Premier ministre, oui, Jean-Michel Samaloukonde, qui y a boycotté une photo de famille oui. il y a quelques jours. Lors de la conférence de la francophonie Lors à de la, Tunis. lors de la conférence de la francophonie, À bien Tunis, sûr. oui. Ce sont en fait c'est l'expression de dire à la communauté internationale que nous voulons que le Rwanda retire ses troupes en République démocratique du Congo. D'accord. Maintenant, pour finir sur la question, Oui, maintenant, le problème aujourd'hui, avec dans les accords, si négociations il y a, même à Nairobi, le gouvernement est resté ferme et déjà, notre Assemblée nationale a voté une loi qui refuse le brassage de mouvements terroristes au niveau... Parce qu'en fait, c'est là qu'on en ça a vient. toujours été le cas. C'est là qu'on en Ça a toujours vient. été le Donc, cas. les agresseurs nous amènent dans un terrain de négociation pour justement qu'il y ait brassage au niveau de l'armée. Et ça, déjà, notre Assemblée a dit non. Au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, au niveau des postes politiques et autres. Même de postes politiques. Et donc, le seul langage aujourd'hui, si négociation il y a, c'est le retrait immédiat de cette troupe rwandaise en République démocratique du Congo. D'accord. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Il y a de cela quelques jours, nous apprenons que l'Union européenne accorde une aide massive au Rwanda de M. Paul Kagame. Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Est-ce que c'est une fausse information? Je ne sais pas. Est-ce que pouvez-vous nous commenter cette histoire-là? Parce que j'ai eu quelques commentaires. Certains qualifient cet acte du fait que la France finalement reconnaît, la France de M. Macron reconnaît et accepte en fait la dictature militaire au Rwanda qui règne, puisqu'il s'agit d'un régime dictatorial. Et donc la France, quelque part, renie ouvertement et sans gêne le régime congolais actuel. Quel est votre commentaire par rapport à cette... Non, je suis tout simplement intrigué, abasourdi de voir qu'au moment où le Français ou la communauté internationale devait compatir avec nous, qui sommes, le drapeau sont en berne au niveau du pays pour le massacre de plusieurs de nos compatriotes à Rutshuru, qu'on nous annonce, et bel et bien, une aide de la France à l'armée rwandaise qui se trouve être notre agresseur principal. Et ça, c'est inacceptable, inadmissible. Et c'est comme ça que, ici, du haut de votre tribune, nous appelons justement la communauté internationale à vraiment décrire cette situation, à demander à M. Paul Kagame de retirer tout ça. Si cette aide y a, j'aimerais bien qu'on donne cet argent à l'armée congolaise qui est en train de combattre et de défendre l'intégrité du territoire national, pas à l'agresseur. Et donc, ça nous prouve tout simplement, ou ça nous amène à croire qu'il y a une complicité, notamment de la communauté internationale, dans cette question. Mais justement, le constat a été souvent répété. Je vous pose la question ici, lorsque vous parlez de communauté internationale dans la résolution des conflits comme tel, l'histoire du Congo nous rappelle qu'en 60, une fois que le pays a accédé à son indépendance, le premier ministre congolais Patrice Lumumba, qui se présentait aux Nations Unies et qui est même venu ici à Montréal, qui avait été reçu par le maire de Montréal, d'ailleurs le seul à l'avoir reçu parce que les deux paliers gouvernementaux ne l'ont pas reçu du tout. Mais bref, quelque temps après, Lumumba mourait. On se pose cette question. Dites-moi, croyez-vous sincèrement aujourd'hui toujours à cette communauté internationale lorsque l'on constate les dérapages tels que la Russie qui envahit un autre pays, donc où l'on parle ici de la loi du talion, c'est-à-dire où le plus fort gagne. Alors,
Est-ce qu'on peut parler ici réellement d'une communauté internationale? Voilà, je crois que le président de la République de mon pays, son Excellence Félix Tshisekedi, lors d'une communication à la population congolaise, avait bien et bien dit que nous avons au départ privilégié la diplomatie au-delà de la guerre, même au niveau de la communauté internationale, de ce que la RDC est rentrée en force au concert de nations, même dans les organisations, notamment ici, même pour l'aviation civile, l'OACI et tout ça. Oui. La RDC a voulu privilégier la diplomatie. C'est comme ça que vous avez vu qu'aux premières années de son avènement à la prise de fonction de commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a justement fait la ronde de quelques pays pour justement privilégier ces relations d'amitié. Sauf le Canada, bien sûr, où nous l'attendons toujours, en fait. Je crois que l'agenda d'un président de la République doit être chargé. Il a été au Canada avant son élection. J'ai vu que vous l'aviez interviewé. On l'attend. Et qu'il sera justement là. Il sera avec justement grand là. plaisir. Nous avons été ici il y a un mois avec le ministre des Transports à l'Organisation de l'Aviation Civile, justement pour lever ou faire parler de la République démocratique du Congo dans ce domaine. Justement. Et donc, soyez-en sûrs que le président de la République y passera sûrement. J'ouvre la parenthèse, je la ferme très vite, puisque vous parlez de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Ma question, est-ce que le Congo, est-ce que l'ambassadeur a-t-il la plénipotentialité auprès de l'OACI? Est-ce qu'il a une accréditation officielle? Parce qu'il y a de cela déjà quelques années, je m'intéressais beaucoup à cette organisation. Et un ambassadeur congolais m'avait déjà dit, mais monsieur, mais je n'ai pas d'accréditation. À l'époque, oui, mais donc je ne peux même pas me présenter. Alors j'espère qu'il y aura un changement quelque part. Sinon, en fait, ça a été fait. Le changement est déjà là. Vous avez suivi que nous avions d'abord des arriérés de cotisation qui faisaient que le pays devait courber l'échine, chose que le président de la République, avec le gouvernement, Jean-Michel Sama Lokonde, s'est acquitté. Nous avons même payé ces cotisations pour l'année prochaine. Et tout ça, donc, nous avons même payé en avance et nous avons repris notre force au niveau de l'OACI. Mais maintenant, il faut dire qu'il y a une rotation de pays membres au niveau de membres du Conseil. Et je crois que quand il sera le tour de la République démocratique du Congo, il ne se posera aucun souci. La RDC aujourd'hui est respectée au niveau de l'OACI et a de très bonnes relations. Nous avons levé donc le drapeau de la République démocratique du Congo à cette organisation. Les élections. Merci pour les élections. Vous avez suivi le président de la CENI. Encore une fois, Monsieur Kagame, pour revenir sur ce propos de dénigrement à notre président de la République, que nous condamnons d'ailleurs et tout ça, disait que le président était en train de manigancer avec cette histoire de la guerre, justement pour reporter des élections. Bon, il faut en rire ou en pleurer, et tout ça, alors qu'au moment actuel, l'instance habilitée pour organiser les élections, donc la Commission nationale indépendante, la CENI, a publié le calendrier électoral. Calendrier électoral. Les élections sont bien prévues dans le délai constitutionnel. Le parti politique s'y prépare, comme par exemple le parti ACO de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza se prépare pour les élections. Et donc, je ne sais pas comment aujourd'hui les gens interprètent mal l'action gouvernementale, parce que le gouvernement et le président de la République, comme le Premier ministre l'ont dit, que les élections auront bel et bien lié dans le délai constitutionnel. Je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent, et surtout nos voisins qui, normalement, ne doivent pas gérer les affaires internes du pays. Dites-moi, selon vous, quand on parle ici, je vais changer de sujet ici, on va aller ici, puisqu'on sait qu'il y a une date qui a été arrêtée de toute façon pour les élections au niveau du Congo. Je n'ose pas vous demander, est-ce que ça a été une réaction par rapport au fait que M. Kagame avait fait ces affirmations, ou bien c'était parce que c'était déjà prévu qu'il y avait une date qui était arrêtée là depuis X temps? Non, pas du tout. Déjà, la proclamation de ce calendrier électoral, je veux dire, intervient avant
le propos de M. Kagame, c'est-à-dire que la CENI s'organise très librement, indépendamment du président de la République ou du Premier ministre, mais tout ce que les autorités demandent ont le devoir de l'accompagner financièrement, et tout ce qu'ils veulent, c'est de voir la CENI organiser les élections dans le délai constitutionnel. Non. Et je crois qu'il n'y a pas de crainte là-dessus, du moment où la CENI a publié le calendrier électoral et que le parti politique et tout le monde se range derrière pour justement répondre à ce rendez-vous. La CENI, donc le Conseil national, c'est ça, des élections indépendantes, c'est ça? Non, la CENI, c'est la Commission nationale indépendante pour les fameuses élections. Elle est vraiment indépendante, c'est ça? Oui, mais la CENI, il faut dire d'abord que son président vient de confession religieuse, et donc il est élu par la confession religieuse. Le pouvoir n'a rien à voir là-dessus. C'est des confessions religieuses qui donnent... On met des religieux parce que l'on a confiance, c'est ça? Absolument, parce qu'on estime que l'Église est au milieu du village et que l'Église ne devait pas avoir de parti pris. Et donc le président qui est là de la CENI n'a pas été nommé n'a pas été imposé par le président de la République, même si on dit que le Premier ministre. Même si on dit que les églises, il y a aussi des empêcheurs. Mais les églises, écoutez, c'est naturel. C'est naturel. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a jamais péché, mais ça peut arriver. Mais de ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont été loin, qui ont été placés pour être justement des dirigeants religieux, et que c'est à ce niveau-là qu'on puise le président de la CENI. On estime que c'est un monsieur correct, Denis Kadima, qui est là, vu son expérience électorale, et qu'en 2023, nous puissions avoir à ce 4e cycle électoral, parce qu'il faut le dire, que nous avons eu déjà 3 cycles électoraux, que nous aurons des élections dans le délai constitutionnel et de bonnes élections. C'est ça même, en fait, ce que le gouvernement veut et ce que le président de la République veut justement. Je vous sens très, très optimiste, très optimiste dans votre manière de parler. On va parler ici de développement, multiples projets mis en place selon la vision du chef de l'État, donc du président Félix Antoine Tshisekedi, notamment dans le projet phare du développement à la base de 145 territoires. C'est vaste, c'est énorme, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est très court, et depuis votre arrivée, il y a eu des bâtons, il y a eu beaucoup de bâtons, il y a eu beaucoup d'embûches comme terre, mais malgré ça, vous continuez quand même, et vous êtes objectif, et vous êtes, comment on dit ça, optimiste, pardon. C'est ça que je dis, en fait, que nous avons démontré à la face du monde que la guerre n'est pas un alibi pour nous, pour ne pas développer le pays, pour ne pas organiser les élections et faire autre chose, et s'en tenir que là, nous combattons cette agression, en fait, rwandaise et de certains voisins, parce que lorsque vous suivez les déclarations du fils de Museveni, qui soutient clairement le M23, il y a anguille sur roche, il y a de quoi justement croire en cette instrumentalisation de ce groupe armé qui aujourd'hui agresse la RDC. Mais aux côtés de ça, il y a le développement de la République démocratique du Congo, il y a la vision du chef de l'État qu'il a présenté au peuple congolais, qui a fait qu'il soit élu président de la République, qui aujourd'hui doit être exécuté. Mais maintenant, voyez déjà la volonté du gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde. Et donc, nous quittons de 5 milliards à 10 milliards. Et aujourd'hui, le Congo est à près de 15 milliards de budget national. Nous avons renfloué notamment le caisse de l'État. Aujourd'hui, les recettes sont au maximum, et on estime qu'avec le président Tshisekedi, si bien la population lui donne encore un deuxième mandat, le Congo peut arriver à un budget de 50 milliards. Et donc, il y a cette volonté. J'ai parlé ici de plusieurs projets qui ont été mis en place, qui aujourd'hui produisent, donnent de fruits. Parce qu'il faut le dire que lorsque le président Tshisekedi prend le pays est dans la situation que vous venez de décrier ici. Le pays était presque par terre. Il a des embûches en plus de cela avec la coalition que nous faisons avec les anciens
dirigeants, notamment cette coalition que nous avons appelée FCC Cash, qui nous bloque encore pendant 2 ans. Et maintenant, avec le gouvernement qui est là en place, dirigé par un technicien, qui est Jean-Michel Sama-Lukonde, il y a 2 résultats. Il y a le budget national qui a gonflé. Il y a en fait 2 projets comme celui dont je venais d'énoncer ici, de 145 territoires, qui est celui de développer à la base nos infrastructures, développer nos routes, construire de bureaux administratifs, comme je venais de le dire, qu'il y a des provinces qui aujourd'hui n'ont pas de bureaux parce qu'ils ont éclaté en 26 et donc certains qui étaient des territoires sont devenus aujourd'hui de provinces et tout ça, c'est ça la vision du président de la République, c'est que tous les Congolais vivent très heureux comme dans la capitale. Vous ne voyez pas d'opposition à ce que nous puissions interviewer M. Paul Kagame lui-même pour réagir à votre interview? Il n'y a pas de problème. J'aimerais la voir sur plateau. Merci, merci infiniment. Voilà, merci. madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.